Jean-Michel Beignet, quel est votre rapport personnel au sport? Vous êtes philosophe, et les philosophes, en général, ne réservent pas au sport toujours le beau rôle dans la formation de l'homme, oubliant cela l'adage antique « mens sana in corpore sano ». Les philosophes, ils sont très contrastés sur le sport, parce qu'ils peuvent être complètement dédiés à la cause du sport, au motif que le sport est l'occasion pour l'homme de témoigner de son arrachement à l'inertie naturelle, et par conséquent, le sport peut être identifié par eux comme une forme d'humanisme actif. Moi, j'avoue que je ne me sens pas d'aller chercher dans le sport les arguments pour témoigner en faveur des valeurs humanistes, pour des raisons qui sont sans doute autant biographiques qu'intellectuelles. Les raisons biographiques, bon, je m'en débarrasse rapidement en vous les donnant. Très très tôt, dans ma petite enfance, j'ai été contraint à faire de la gymnastique corrective. Voilà. J'étais embarrassé d'un problème de dos, et à l'époque, eh bien, on vous imposait non pas de la kinésithérapie, mais de la gymnastique corrective. Et c'était un calvaire, parce que le gamin que j'étais était contraint à faire ses exercices dans son coin, en solitaire, pendant que ses copains batifolaient à droite et à gauche, etc. Et j'ai gardé, je pense, du rapport au corps, quelque chose de répulsif, en imaginant que la véritable conquête, c'était de se débarrasser du corps. Et bon, je ne peux pas dire que ça m'ait déterminé dès cette époque vers une philosophie de type platonicien, mais en tout cas, je pense que j'ai fait l'impasse sur le corps et par voie de conséquence sur le sport assez tôt. Et aujourd'hui, vous ne faites aucun sport? Et aujourd'hui, je suis encore dans la même disposition d'esprit, sauf que j'ai sans doute rationalisé et intellectualisé la chose, et je me trouve de bons arguments pour ne pas pratiquer et ne pas fréquenter le sport, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des pratiques corporelle. Je fréquente une salle de gymnastique, mais pour des raisons peu avouables, qui sont les raisons qu'on met en avant lorsqu'on considère que dépenser des calories, c'est important, faire fonctionner ses articulations, c'est important, mais on voit bien que ça n'a aucune grandeur, cette approche de la salle de gymnastique. Vos centres d'intérêt, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université Paris 4, vos centres d'intérêt sont très larges, vous êtes intéressé à l'histoire de la philosophie, de manière assez générale, et depuis quelque temps, vous vous intéressez plus particulièrement au post-humanisme, à la question du post-humanisme, qui est une question qui se pose particulièrement, et pas seulement en des termes triviaux, avec le développement des technosciences. Vous pouvez nous préciser un peu de quoi il s'agit? Oui, cet investissement dans les utopies post-humaines tient à un cheminement qui, au sein de la philosophie, m'a conduit à un moment donné à m'intéresser aux sciences cognitives et à le faire d'un point de vue critique. Je me suis avisé que ces sciences de la cognition, donc qui cherchent à répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'être intelligent, à quoi reconnaît-on l'intelligence, et qui s'intéressent au support de l'intelligence, l'organisme pour les vivants, la machine pour les technologues, eh bien, cet intérêt pour les sciences cognitives m'a conduit à considérer que on y reprenait à bon compte les questions traditionnelles de la métaphysique, mais en le faisant avec l'apport des technologies. Je prends la question des rapports de l'âme et du corps, qui est une question canonique en philosophie, eh bien, c'est une question que les sciences cognitives reprennent à leur compte, en élaborant des modèles destinés à expliquer ce que c'est que l'âme, ou ce qu'on appelait l'âme, etc. Ou d'autres questions. Alors j'ai eu une approche de ces sciences cognitives, une approche anti-réductionniste, en disant non,
ces sciences ne peuvent pas penser ce qu'elles disent penser. Elles ne peuvent pas éliminer, par exemple, l'âme en la réduisant au simple fonctionnement de logiciels. Tout cela m'a conduit progressivement à m'intéresser aux technologies et à l'imaginaire que les technologies secrètent dans nos esprits. Je considère que longtemps la tradition philosophique a fait complètement l'impasse sur la technique, en considérant que c'était une affaire d'esclaves, donc une affaire d'être encore englué dans la nature, une affaire d'hommes sans esprit, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. On ne peut plus faire, avec autant de désinvolture, l'impasse sur les techniques. Les techniques, elles sont là, elles sont notre quotidien, et elles ont vraisemblablement inventé ce que nous sommes. Nous pensons avec les techniques. Ça n'est pas nouveau, mais c'est devenu aujourd'hui complètement criant. Et donc je me retrouve à être parmi mes collègues philosophes, quelqu'un qui prend au sérieux les effets d'annonce ou les prophéties que développent certains technologues, qu'on appelle des technoprophètes, et qui annoncent qu'avec le développement des technologies contemporaines, eh bien, on va réaliser l'homme, on va le réaliser au sens où on va finalement le soulager de tous les éléments qui le rendaient inachevé. Et donc, voilà, je me retrouve à côtoyer, à dialoguer avec des technoprophètes, des post-humanistes qui me disent que les biotechnologies vont nous éviter d'avoir à naître puisqu'elles permettront de fabriquer le vivant, avec des neurobiologistes qui me disent que bon, la souffrance c'est terminé, on va en finir, avec des nano-médecins qui me disent que la vieillesse, on en vient à bout, et puis avec des technoprophètes, pour le coup, complètement intempestifs, qui me disent que la mort, c'est une affaire de temps. On va en venir à bout, puisqu'on parviendra à télécharger le contenu de notre cerveau sur des puces de silicium qu'on pourra implémenter sur des supports inaltérables. Il y a la question du post-humanisme et du transhumanisme. Ce sont des choses finalement sérieuses, même si les apparences ne sont pas toujours pour elles. Et d'ailleurs, à cet égard, la science-fiction est intéressante. La science-fiction a été longtemps du côté du roman, et maintenant la science-fiction a des liens très particuliers avec la science et avec la prospective scientifique. Oui, c'est étonnant de voir que la science-fiction est passée du littéraire, Lovecraft, à vraiment la prospective, la futurologie, et ce qui est sidérant, c'est de voir que la science-fiction oriente les programmes de recherche technologiques, c'est-à-dire que maintenant, le technologue s'inspire volontiers des fictions. Hein. Je pense à Gibson, Neuromancien, qui a été un livre culte parmi les amateurs de science-fiction, est aujourd'hui pratiquement un livre de chevet pour les gens qui travaillent sur la modélisation du cerveau. Hein. Donc la science-fiction a maintenant une dimension que les philosophes diraient heuristique. Hein. Elle permet de donner des lignes de fuite à une technologie qui donne à penser que tout est possible. Vous avez d'ailleurs une image assez remarquable. Cette image est extraordinaire, parce qu'on voit bien que là, on est en train de réaliser l'alliance de l'homme et de la machine. Hein. C'est la cyborgisation qui s'annonce, et par-delà la cyborgisation, c'est effectivement l'avènement d'un post-humain, parce qu'on peut se dire que de la rencontre des deux peut émerger quelque chose d'absolument imprévisible, inédit, qu'on appellera la singularité ou comme on voudra. Et cela concerne en premier lieu le corps. Quel corps nouveau se profile avec ce post-humanisme, ce transhumanisme, cette transformation de l'homme?
Selon qu'on est raisonnable et modéré, et il y a des transhumanistes complètement raisonnables et modérés, on se dit que les technologies vont se mettre au service de l'amélioration, du remodelage, voire de l'augmentation du corps. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que, après tout, la conformation physique qui est la nôtre aujourd'hui ne sera pas complètement chamboulée. Et, avec les technologies, simplement, on verra mieux, on verra la nuit, on entendra bien, on courra beaucoup plus vite. Et bon, de ce point de vue-là, on sera en continuité avec ce que nous sommes. Mais il y a aussi une version, disons, plus hard et plus délirante du post-humanisme, où là, ce que l'on se dit, c'est simplement que les technologies vont nous permettre de nous passer du corps. Nous allons avoir la possibilité d'abandonner ce facteur d'inertie qu'est le corps. Le corps, c'est la passivité, tous les philosophes l'ont toujours dit, et avec les technologies, on devrait pouvoir dématérialiser le corps et lui donner une relève qui sera de l'ordre de la machine ou du flux électronique. J'aurais peut-être d'un mot précisé la distinction entre post-humanisme et transhumanisme, avant de revenir à la question du corps. Les transhumanistes sont des gens qui travaillent à la transition entre l'homme tel qu'il est aujourd'hui et l'homme tel qu'il pourrait être moyennant ces technologies. Les post-humanistes, eux, sont des gens qui considèrent que les technologies que nous mettons en place jettent les conditions initiales qui permettront éventuellement l'émergence de quelque chose d'autre, d'un post-humain qui est par définition imprévisible, qui est de l'ordre du phénomène émergentiel et qui relaiera l'espèce, tout simplement, dans l'ordre de l'évolution. Donc les post-humanistes, eux, envisagent l'au-delà de l'humain. Les transhumanistes envisagent un humain augmenté. La question fameuse de Spinoza, que peut le corps, reprise aussi bien par Deleuze que par Michel Serres, mais est-ce que cette question est à formuler à nouveau frais? Est-ce que c'est une question qui a encore un sens de se rapporter à ce pouvoir du corps, à cette possibilité du corps? Si on suit les technologues donc investis dans ce trans ou dans ce post-humanisme, la question du pouvoir du corps ne se pose plus à proprement parler. Le corps est le support actuel de nos performances, mais il est en voie d'être relayé par la machine. Et c'est plutôt que peuvent les machines qui devient la question directrice. C'est elle qui sert d'instigateur à la recherche technoscientifique. Le corps est une chose du passé, de ce point de vue-là. Au fond, c'est très intéressant. La question révolutionnaire de Spinoza, que peut le corps et non pas que peut la pensée, se trouve évacuée au profit peut-être d'une nouvelle forme d'idéalisme caché derrière la machine. Ah ben complètement, puisque idéalisme, ou même, n'hésitons pas à employer le mot, spiritualisation. Au fond, ça n'est pas tout à fait étonnant que les technoprophètes attirent à eux des gens qui sont formés aux spiritualités, c'est-à-dire à toutes ces approches ascétiques visant à en finir avec le corps et à faire triompher l'esprit. Alors, du corps au sport, la transition est toute donnée, toute tracée. Est-ce que le regard que notre société porte sur le corps ne se retrouve pas d'une certaine façon dans la manière dont le corps se trouve institué, par le sport de compétition en particulier, où on a à la fois une exaltation du corps, mais du corps sain, du corps propre, et d'autre part, une sorte de dénégation du corps à travers sa représentation. Je crois que notre société développe une conception abstraite du corps. C'est le corps labellisé, c'est le corps support d'une comptabilité, c'est le corps
performant et soumis par conséquent au calcul. Parce qu'il y a le corps sain, là. Hein, il y a le corps sain, exalté, la santé, c'est ça. La jeunesse. Là, oui, on est dans une manière d'hygiénisme. Hein. Bon, c'est quand même aussi un corps abstrait, parce que c'est un corps qui obéit à certains canons, canons de beauté, canons esthétiques. Ces corps sont des corps, je dirais, interchangeables. Il n'y a pas de singularité dans ces corps. Et notre société abonde dans les moyens de rendre exemplaires des corps. Le corps comme motif naturel. Voilà, motif naturel. Et je pense que le sport accroît évidemment cette dimension d'abstractisation du corps. Voilà, c'est peut-être une petite parenthèse, mais je suis saisi de considérer qu'il y a quantité de stratégies que nous mettons en œuvre pour abolir le corps, ce corps-ci que je suis, ce corps-ci que vous êtes, c'est cette contingence du corps. Prenez la crémation, par exemple, les pratiques de crémation dans nos sociétés chrétiennes me sidèrent assez, parce qu'elles témoignent bien de cette espèce de disposition à l'évacuation du corps. Hein, la spectacularisation, au sens où les situationnistes parlaient de spectacle, oui, comme dénégation au fond. C'est une façon de mettre à distance le corps. Donc je pense, mais là les spécialistes du sport seraient mieux placés que moi pour le dire, que le sport ne fait qu'intensifier cette tendance récurrente à se représenter le corps sous des formes abstraites, et par conséquent on neutralise le corps en le rendant abstrait. Et alors, paradoxalement, il y a une autre façon de le neutraliser comme corps. C'est un corps bodybuildé comme celui-ci. C'est un corps qui peut nous paraître à la fois exacerbé comme corps, on ne voit que lui, et en même temps un corps monstrueux. C'est ça, c'est la sculpture du corps jusqu'au monstrueux, où de fait ce ne sont pas des corps, ce sont des anatomies. Et l'anatomie, elle est calibrée, elle est mensurée, et elle répond effectivement à des critères qui sont des critères objectifs. Si on peut recourir au nombre d'heures pour inscrire un corps, alors on est au comble de la joie. Alors que, les corps, c'est la difformité, les corps sont vraiment des supports de singularité. Et bien de cela, on se débarrasse avec ces formes extrêmes où le corps idéalisé, tel qu'il est là, est un corps qui est complètement dissuasif. Je ne saurais jamais ce corps-là, il est une espèce de corps dans un ciel des idées qui ne rend jamais que plus criant et douloureux peut-être la différence qu'il y a entre le corps que je suis et ce corps-là. Vous êtes très attentif à l'émergence donc de la modernité, de ce qui accompagne la modernité, le fameux programme cartésien, devenons comme maître et possesseur de la nature, et tout le processus d'émancipation, la pensée du progrès. Vous aimez citer par exemple Condorcet, qui rappellera que Descartes est peut-être le grand inspirateur de la Révolution. Quand on se place du point de vue du corps et du sport, cette rupture de la modernité, on la trouve dans les mêmes termes. On passe d'un monde antique et médiéval, où il y a un accomplissement de soi dans un monde fini. Au contraire, avec la modernité, on a l'idée d'un dépassement perpétuel de soi. Isabelle Queval a travaillé sur ce sujet. Comment vous intégrez justement le sport dans cette modernité, et puis cette modernité qui a un terme. L'humanisme de la modernité a aussi un terme avec le post-humanisme dont on parle. Oui, non, je pense que l'Antiquité cultive évidemment le corps et le sport. Mais l'Antiquité le fait dans une dimension aussi prométhéenne. Donc la beauté est peut-être la valeur dominante qui permet de justifier qu'on sculpte le corps et que l'on exhibe les corps sur les stades.
il me semble qu'avec la modernité, avec le développement d'un certain individualisme, le corps s'est trouvé soumis à cette entreprise généralisée, effectivement, de maîtrise. De maîtrise sur quoi? Sur la nature, c'est-à-dire sur l'extériorité, sur ce qui nous est donné et qu'on n'a pas choisi. Et de ce point de vue-là, la modernité, elle est empreinte d'une métaphysique qui consiste à vouloir déduire la passivité d'une activité. Bon, les philosophes les plus techniques au XIXe siècle l'ont dit à leur manière, dans le contexte de ce qu'on a appelé l'idéalisme allemand, où la question de base, c'était de déduire le donné, faire en sorte que nous soyons dans une position pratiquement de démiurge, de créateur, qui ne nous laissons pas imposer une extériorité, mais qui démontrons que cette extériorité est en réalité le produit de notre intelligence. Donc, il me semble que le corps, en tant que cette surface de passivité, devient le défi même que se donne la modernité, qui cherche à réduire tout ce qui limite notre autonomie, tout ce qui limite notre liberté. Au fond, la modernité, en tant que recherche d'autonomie, ne pouvait pas passer à côté du corps et du sport comme une des modalités de conquête de cette autonomie. Le sport s'institutionnalise, devient une institution à part entière, au fond, au XIXe siècle, et c'est inséparable de tout ce processus de quantification qui accompagne cette modernité affirmée au XIXe siècle, des sciences en particulier. Il n'y a de science que du mesurable, c'est bien connu. Et est-ce que le sport, finalement, n'est pas pris dans ce processus de quantification jusqu'à aboutir à une sorte de réduction numérique, à une réduction binaire, le corps binarisé, entre guillemets? Bon, là vous mettez l'accent sur la chose effectivement la plus défavorable, c'est-à-dire le sport en tant qu'entreprise de discipline sur les corps, mise au pas, à raisonnement du corps. Alors c'est le XIXe siècle, c'est la société industrielle, c'est la rationalisation des comportements, c'est cette ambition de mettre au pas, effectivement. Bon, et c'est sans doute contemporain du développement de la statistique, de la probabilité, enfin de la gestion des grands nombres. Donc il y a sans doute cela dans la généalogie même du sport, j'allais dire hélas, parce qu'on a perdu de vue du coup le sport associé à la grâce, à la conquête de soi, le sport associé à une ascèse. Bon, cet aspect-là a disparu et s'est substitué le corps discipliné, le corps mis au cordeau. Le corps numérisé même. Là, nous avons l'exemple du corps numérisé. Alors la numérisation que vous évoquez, elle est intéressante parce qu'elle correspond à une dématérialisation du corps. Et au fond, l'objectif même de la maîtrise sur le corps doit aboutir à la dissolution même du corps, puisque le corps c'est ce qui résiste, par définition. Les exercices que nous mettons en place, c'est pour briser cette résistance du corps. Eh bien, la matérialisation, c'est-à-dire la dématérialisation, la transformation de ce qui résiste en langage informatique, et le comble même de ce triomphe de la résistance. Et c'est pour ça que souvent, chez les technoprophètes, chez les geeks, on n'hésite pas à associer le web à une conquête spirituelle. C'est pour ça que souvent les adeptes du bouddhisme se sentent tout à fait bien dans le cyberespace, parce qu'ils y voient quelque chose comme ce triomphe sur l'individu qui est fermé dans des limites. Et faire sauter ces limites, c'est une façon de conquérir l'esprit et d'atteindre son nirvana.
Ce que Darwin n'imaginait pas, c'est cette forme de l'évolution. Hein. Nous partons du singe au code-barre. C'est extraordinaire. Donc ici, vous avez une belle illustration de ce que vous êtes en train de dire, cette dissolution, au fond, de l'homme dans le numérique, dans le binaire. Voilà, absolument. Et on voit, on va du plus pesant au plus léger, au plus aérien. Enfin, bon, peut-être qu'on aurait pu rêver de rester dans une phase intermédiaire où le sport confine à la grâce. Hein, et qu'est-ce que c'est que la grâce, sinon cette possibilité d'évoluer sans résistance. Hein. Bon, ben non, la grâce, malheureusement, on l'a assujettie au nombre, à la comptabilité, et c'est devenu le code-barre. Mais la dissolution est aussi un enfermement, c'est peut-être aussi cette réduction, peut-être un enfermement. Et regardez là, regarde cette sorte d'homme prisonnier du code-barre qui essaie de s'en sortir, qui hurle d'ailleurs. Qu'est-ce que ça, comment s'en sortir, enfin, comment sortir de cet emprisonnement de la numérisation? Ben ça, c'est extraordinaire qu'il puisse y avoir cette réaction. Hein. La révolte est de fait l'indice aujourd'hui de notre liberté, de notre libération, comme toujours d'ailleurs. Hein. Bon, mais cela étant, je suis assez pessimiste parce que je ne vois pas beaucoup cette réaction contre les codes-barres. Lorsque on se promène dans les couloirs du métro et que l'on voit ces affiches qui vantent la Wii, la Kinect, hein, bon, on est assez sidéré, hein, parce que la Wii, c'est la dépossession même, hein, de l'initiative au profit de dispositifs numériques, hein, qui nous relaient et qui nous remplacent. Donc cette révolte contre la numérisation, bon, je la vois malheureusement très très discrète dans les jeunes générations. Les techniques corporelles, c'est aussi vieux que l'homme. Marcel Mauss a bien mis en évidence le travail sur les corps, c'est un élément essentiel de la culture. Mais aujourd'hui, il y a la technologie du sport. C'est une fausse continuité. Est-ce que ce n'est pas illusoire d'imaginer, au fond, que travailler sur les corps, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas là un saut qualitatif et pas simplement une variation de degré? Ben, je pense que là où il y a un saut qualitatif, c'est essentiellement que ces pratiques du corps, elles sont maintenant universelles. Elles empruntent des canons et des standards qui sont universels. Chez Marcel Mauss, les pratiques du corps désignaient effectivement les cultures, dans la mesure où les cultures endossaient des singularités. Hein, et le corps, les scarifications, les tatouages, les piercings, hein, ce qu'on n'appelait pas évidemment des piercings dans le contexte étudié par Marcel Mauss, mais tout cela témoignait de cette volonté d'inscrire les corps et par conséquent de les marquer du sceau d'une culture, d'une singularité. Aujourd'hui, dans la mesure où l'anthropotechnique obéit à des canons scientifiques, à des critères scientifiques universalisables, eh bien, on ne peut plus associer cette inscription des corps avec un mouvement culturel. On est là dans une entreprise qui est plutôt une entreprise, oui, d'arraisonnement illimité. Comme si la culture même se retirait du corps au profit d'une sorte de corps produit. Absolument, je crois qu'on assiste à cette dissociation du corps et de la culture. L'autre indice étant le dépérissement du langage, hein, qui est aussi l'un des symptômes de cette abdication de la culture. Hein, le fait que on recherche un langage universel, qu'on l'appelle le globish ou comme on voudra, hein, et que l'on dissuade même de recourir au langage dans la plupart des technologies que l'on nous développe. Parce que ces technologies sont des technologies de l'élision du langage. On est dans un contexte où le novlangue, hein, d'Orwell, n'est pas
une absurdité de science-fiction. Elle est notre réalité. Donc je crois qu'effectivement, la culture est en train aujourd'hui d'abdiquer et le cœur et les mots. Hein, ces deux instruments qui étaient les instruments même de notre hominisation, hein, puisque nous nous sommes développés grâce au prolongement du corps que sont les outils et grâce à la maîtrise du symbolique qu'est le langage. Eh bien aujourd'hui, que ce soit le symbolique, que ce soit le cœur, on assiste à une espèce de retrait qui ne se présente pas comme tel, qui se présente essentiellement par une labellisation, par une standardisation, par une conformisation systématique. On ne passe pas finalement de la figure de Prométhée, figure de la faiblesse devenue puissance, hein, on connaît le mythe du Protagoras, à une figure qui serait davantage celle de Faust, c'est-à-dire celle d'un corps transformé par la science, celle d'un corps qui est devenu l'objet d'un perpétuel artifice, quitte d'ailleurs à défendre cette figure faustienne. C'est ce que fait par exemple Michel Onfray, hein, qui essaie de réconcilier technoscience et hédonisme. Néanmoins, ce glissement de Prométhée à Faust engage fondamentalement, d'une certaine manière, le rapport de l'homme à lui-même. Je ne les aurais pas mis en continuité, ni même en parallèle, hein, ces deux figures, parce que bon, Faust est pour moi davantage associé à la révélation de l'insatisfaction que donne le savoir, et le savoir absolu, hein, au bout du compte. Hein, et Faust est pour moi une figure un peu pathétique, celle du désir de jeunesse, hein, et du salut par l'amour. Là, l'éternelle jeunesse, nous retrouvons tout de même ce corps transformé et cette emprise d'un corps duquel on chasse la mort. Ah, ça, absolument. On chasse le temps. Bien sûr. Alors que Prométhée, c'est un peu, au contraire, l'affirmation du temps comme la mesure humaine. C'est l'affirmation du temps comme la mesure humaine, mais en même temps, c'est l'aspiration à la vitesse de libération qui permettra de se débarrasser du temps, puisque dans la composante prométhéenne, il y a cette volonté d'être Dieu. Alors que chez Faust, il me semble que cette ambition-là a cédé, a disparu. Enfin, peut-être qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur ces grandes figures. Je dirais que j'aime assez que chez Faust, il y ait ce qui disparaît avec un prométhéisme déchaîné, à savoir peut-être la dimension érotique. Il y a chez Faust l'idée que l'homme reste un être de désir, fondamentalement. Un désir qui, par conséquent, est révélation d'un manque et en même temps aspiration à une beauté. Il reste une érotisation chez Faust, alors que le prométhéisme de la modernité qui confine justement au rêve de l'homme d'acier a désérotisé complètement l'humanité. Nous y sommes, là vous avez une image de Stellarque, le performeur, vous avez là le corps appareillé, ce corps nouveau, le corps appareillé. Oui, ça c'est là donc la figure du cyborg, hein, telle que on aspire de plus en plus à la réaliser. Un cyborg, c'est quand même étonnant, le cyborg, parce que c'est un organisme qui intègre dans son anatomie de la cybernétique, bon, très simplement, mais qui introduit une dynamique dans laquelle on sait qu'on introduira toujours plus de cybernétique dans cette anatomie, qui donc à terme disparaîtra en tant que telle. Hein, et le meilleur peut-être propagandiste du cyborg, alors même qu'on a inventé le mot que vers 1960, au moment de la conquête de l'espace, mais le meilleur propagandiste, c'est Marinetti dans les années 20, hein, donc le chantre du futurisme italien, hein, qui, considérant que la sidérurgie était l'industrie phare de l'époque, s'était mis en tête effectivement d'inviter ses contemporains à introduire toujours plus d'acier dans leur anatomie pour pouvoir
réaliser cet homme d'acier, qui impressionnera tellement Mussolini par la suite, mais cet homme d'acier qui aura cet avantage considérable, et c'est Marinetti qui le dit lui-même, de nous débarrasser de la nature et de la femme, c'est-à-dire de la passivité. Donc c'est assez extraordinaire cette espèce d'engouement qui revient aujourd'hui pour le cyborg. Certains technoprophètes n'hésitent pas à dire que grâce au cyborg, on va pouvoir se débarrasser de toutes les oppositions dans lesquelles nous nous enferrons. C'est une manière de donner donc une traduction métaphysique à la question du cyborg, à dire, enfin voilà, on s'enferre depuis longtemps dans l'opposition nature-artifice, nature-culture, homme-femme, âme-corps, etc. Avec le cyborg... Vivant-mort. Vivant-mort, exactement, vivant-mort, inerte, actif. Grâce au cyborg, on va pouvoir faire sauter ces oppositions métaphysiques. Moi, l'autre. Moi, l'autre. Mais oui, vous voyez, donc tous ces éléments-là. C'est pour ça que le cyborg fascine autant les philosophes déconstructionnistes, comme on les appelle quelquefois, disciples de Derrida ou d'autres, qui considéraient que la métaphysique avait échoué parce qu'elle a chopé sur des oppositions irréductibles. Et le cyborg, il devient même aujourd'hui ce symbole même de l'émancipation métaphysique dont on rêve, dont la modernité a rêvé jusqu'à aujourd'hui. Alors là, vous avez un autre exemple, Stellark, qui exhibe son avant-bras greffé, une sorte de corps greffé, de greffe sur le corps. On ne sait plus très bien ce qui est greffé et ce qui est greffe. Vous voyez, est-ce qu'on peut être plus éloquent sur cette volonté d'en finir avec le donné, faire en sorte que la nature ne nous impose pas son diktat, mais on est capable d'intervenir sur la nature et de pervertir la création. C'est extraordinaire et en même temps c'est pathétique. C'est pathétique. Bon, là c'est de l'art, ça va bien, mais il y a un autre personnage qui est un peu de cet acabit, qui s'appelle Kelvin Warwick, en Grande-Bretagne, qui passe son temps à s'implanter des électrodes, des capteurs, des émetteurs, etc., et qui ne rêve rien tant que de pouvoir agir à distance sur son environnement grâce aux ondes électromagnétiques, et ce faisant, d'abandonner, enfin d'abdiquer même le langage comme instrument de communication, puisque nous devrions pouvoir communiquer avec des objets intelligents sans avoir besoin de recourir à cette source de désagrément qui est le langage, puisque le langage est toujours source de malentendus, source de violence, etc. Donc on est dans une dimension proprement pathétique, où on voit bien qu'il s'agit d'en finir avec le cœur tel qu'il nous est donné, et il s'agit d'en finir avec ce qui nous fait être fini, puisque le corps nous enferme dans des limites. Et puis aussi, intéressant, c'est que c'est une oreille qui n'entend pas, c'est-à-dire en finir aussi avec nos sens, au profit d'une exhibition et d'un pur spectacle. Oui, c'est une façon de suggérer qu'il y a un grand arbitraire dans la création. Une oreille peut très bien être dévoyée, servir à autre chose, de la même manière que nos yeux ne sont pas faits pour voir, selon les évolutionnistes, mais simplement la vision s'est greffée en quelque sorte sur l'œil. Une remarque très judicieuse faite par le philosophe allemand Günther Anders dans l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire cette idée au fond de honte prométhéenne d'être soi, qui est ce sentiment d'impuissance à l'égard des machines que les hommes ont créées. C'est pas simplement l'apprenti sorcier, c'est encore plus puissant que l'apprenti sorcier. Bien sûr. Ah oui, cette honte prométhéenne d'être soi, elle consiste essentiellement à avoir honte d'être né. Günther Anders le dit de cette manière-là. Nous avons honte d'être nés, parce que nous sommes nés du hasard de la rencontre de gamètes, et ce hasard nous a fait être ce que nous sommes. Et la honte, elle consiste à être contraint à endosser ce que nous sommes. Ce que nous voudrions, c'est pouvoir nous fabriquer. Et c'est ça qui nous sortirait de la honte. Et nous fabriquer sur le modèle de ces machines que nous savons fabriquer et qui sont tellement plus performantes que nous, tellement plus belles aussi,
inoxydable. Donc, cette honte prométhéenne d'autre soi, je crois que Gunther Anders a mis le doigt sur quelque chose qui fait mal. Hein. Il a prononcé ce diagnostic en 1956 et on n'a fait que le confirmer aujourd'hui, hein, cette espèce de frénésie à vouloir utiliser les PMA, les procréations médicalement assistées, dans le sens d'un eugénisme soft, un eugénisme libéral, ne fait que nous convaincre que ce dont nous souffrons, encore une fois, c'est de ne pas être les créateurs de nous-mêmes. Et ça est d'autant plus présent, au fond, dans le sport et dans l'évolution du sport, entre la présence du dopage, la cyborgisation, qui est aussi présente évidemment dans le sport. Il y a à la fois cette honte prométhéenne de soi, cette impuissance finalement face à soi, une certaine manière, là aussi, de dénégation évidente de son corps. Il y a cette volonté d'en finir avec son corps. Hein. Et je crois que de ce point de vue-là, le sport est bien en phase avec ce vertige technologique, le vertige d'une conception technologique du monde que nous connaissons. Alors peut-être que, malgré tout, il reste que le sport n'est pas forcément perçu par nos contemporains comme seulement affaire d'individus. Parce que quand on parle de cette technologisation des corps, c'est toujours en projetant les individus fermés sur eux-mêmes, les individus solitaires. On parlait tout à l'heure de science-fiction. Quand la science-fiction nous projette dans un avenir lointain, elle nous désigne toujours comme des zombies, des êtres qui errent dans un univers, mais ils sont solitaires, ils sont déliés les uns des autres. Et c'est normal, parce qu'un corps parfait est un corps qui n'a pas besoin de communiquer. Hein, un corps parfait est désérotisé pour cette raison-là. Il n'est plus en quête de l'autre pour l'aider ou pour le conforter. Hein. Or, peut-être que le sport, et là je me ferai paradoxalement peut-être l'avocat du sport, joue sur une composante collective qui fait défaut à la vision technologique du monde, qui, elle, met l'accent sur l'individuation extrême. Mais la comparaison que je faisais, c'est à la fois, il y a par exemple dans le dopage quelque chose qui relève de la haine de soi, d'une certaine façon. Et il y a dans la cyborgisation une autonomisation des techniques rapportée à des critères seuls d'efficacité, de performance, qui témoignent aussi d'une certaine façon de cette honte prométhéenne dont parlait Gunther Anders. Mais oui, mais dans cette honte prométhéenne, il y a aussi le fait qu'on veuille mesurer les choses, hein, que l'on veuille appliquer du calcul aux choses. On est dans une société, dans un contexte où la logique comptable prévaut avant tout. Et donc, rien de plus logique que de vouloir hypostasier la performance qui consiste aussi, là toujours, à appliquer la comptabilité sur les corps. Hein, rien de plus logique que de vouloir mesurer le fonctionnement du corps, hein, à l'aune d'un certain nombre de critères qui vont définir ce qui relève du dopage et ce qui relève de la performance naturelle. Hein, c'est cette espèce d'engouement pour la rationalisation comptable, hein, qui fait sans doute l'unité entre le dopage, comme effectivement vous avez raison, haine d'être ce que l'on est, hein, et la cyborgisation qui est servons-nous, hein, de ce qui peut nous augmenter, hein, parce que l'essentiel est encore une fois dans la fuite en avant tout à fait moderne, hein, qui définit même la modernité, hein, la fuite en avant, allons toujours au-delà, rêvons de l'illimitation. Hein, et l'illimitation, c'est encore une fois la sortie du corps.
peut revenir à ces deux idées d'augmentation et de substitution. D'abord à l'idée d'augmentation. Le cyborg, c'est la figure même de l'augmentation du corps, le corps augmenté. Le sport est très, très remarquablement en première ligne pour penser cela. Ah, complètement. Je crois qu'il n'y a pas meilleur terrain pour apprécier la cyborgisation que le sport. Au départ, le mot de cyborg a été utilisé, je le disais tout à l'heure, dans le contexte de la conquête de l'espace, lorsqu'il s'est agi de se demander comment un organisme humain dans l'espace pourrait bien se livrer aux fonctions qu'on attend de lui, dans un environnement qui n'est pas l'environnement naturel. Donc on a décidé de coupler cet organisme avec des dispositifs techniques externes, et c'est ça qu'on a appelé la cyborgisation. Donc il s'agit bien, plus que d'augmenter, là, d'étendre, d'amplifier la performance. Bon, il se trouve qu'on parle d'augmentation aujourd'hui parce qu'on a des technologies de plus en plus invasives et qui vont permettre, qui doivent pouvoir permettre de modifier de manière durable, voire irréversible, le corps. Mais cette logique-là, cette dimension-là, elle est présente au plus haut point dans le monde du sport aujourd'hui. Et le sport est sans doute le laboratoire de la cyborgisation. C'est pour ça que la cause du dopage est une cause controversée. Parce qu'on pourrait se dire qu'après tout, il est normal qu'un sportif se dope, puisque on attend du sportif qu'il nous révèle ce jusqu'où peuvent aller les corps. Et c'est même la logique de la modernité qui exige qu'on aille toujours au-delà. Donc l'augmentation du corps, la cyborgisation, pourrait-on dire, du corps, elle varie évidemment, je dirais, quantitativement, du porteur de pacemaker à l'introduction de composants électroniques dans le corps et du corps sportif en particulier. Mais il y a la substitution, c'est-à-dire ici, par exemple, le robot. Bon, on a une image ici où on voit un bras de fer entre un homme et un robot. C'est évidemment une figure à la fois pathétique et peut-être hyper moderniste. Ce qui m'arrête beaucoup dans cette image, c'est surtout le support. Le support où on a, donc c'est un jeu de Scrabble, où il y a des mots, où il y a du symbolique. Mais vous avez raison, mais rien de plus naturel que la cyborgisation se développant dans le sens de la substitution. On est dans ce que les philosophes appellent l'argument du sorite, vous savez, donc jusqu'à quel point, à partir de quel nombre de cheveux désignera-t-on un homme comme chauve ou pas chauve, là, c'est la même chose. À partir de quel degré d'introduction d'électronique dans une anatomie aura-t-on affaire à un robot et non plus à un cyborg? Oui, l'engouement aujourd'hui pour la robotique, il y a un vrai engouement, parce que des robots... il y en a dans le paysage intellectuel et culturel depuis longtemps, mais aujourd'hui, bon, les robots, on les produit, on les construit, on va les développer à grande échelle, et on peut presque être surpris de cette espèce de candeur, de naïveté qu'on a par rapport à eux. Le robot est de plus en plus accepté comme un partenaire de l'homme dans la vie quotidienne. Je ne dis pas dans la guerre ou dans la conquête de l'espace ou de l'extrême, mais dans la vie quotidienne. Donc il y a cette idée de plus en plus admise par tous que à court terme, le robot remplacera le babysitter, le robot remplacera l'enseignant. La Corée du Sud recourt de plus en plus à des robots dans les écoles maternelles, convaincus qu'un robot c'est quand même beaucoup plus fiable qu'une institutrice qui est sujette à des défaillances, sujette à des humeurs, etc.
On s'aperçoit que cette augmentation, cette transformation, on la retrouve dans ce qu'on appelle les morphotypes, c'est-à-dire par exemple tous ces gymnastes calibrés en taille, en poids, qui ne se distinguent plus finalement les uns des autres, les sprinters bodybuildés, les coureurs, les cyclistes par exemple, qui sont comme asséchés, ou les lutteurs de sumo. Donc cette augmentation, elle s'accompagne, pas simplement, ne parlons pas tout de suite de substitution, elle s'accompagne d'une sorte d'uniformisation des corps. Mais, et fatalement, puisque l'augmentation est le produit d'une science, d'une technologie qui fonctionne de manière industrielle. Donc il est logique que le résultat de l'application de ces adjuvants techniques sur des corps confine à l'uniformisation, voire à la zombification. Quand j'étais jeune, je lisais Spirou et Zorglub. C'est les armées de Zorglub qu'on... Voilà, c'est une anthropofacture, c'est la création d'un nouveau type humain. On assiste à l'émergence d'un nouveau type humain, avant même de parler des robots. Et vous avez raison de parler de type humain. Oui. Le romancier Junger montrait bien comment, lui il citait ça avec la guerre 14, mais peu importe, il y a eu une cassure, on est passé de l'individu au type. On était dans une société qui valorisait l'individu et on est passé subrepticement, à l'occasion justement de la science et de la technique investie pendant la guerre 14, on est passé au type. Et le type, c'est l'épure de l'individu réduit à l'élémentaire. L'élémentaire du geste, dans le sport, l'élémentaire du rituel, l'élémentaire même de la pensée. Et cette typification, eh bien, elle est évidemment le corrélat de l'application standardisée, industrialisée des éléments de transformation du corps. Ce n'est pas totalement notre objet, mais c'est intéressant que Junger aura une correspondance avec Heidegger, penseur de la technique, et justement de la raisonnement dont vous parliez tout à l'heure. Absolument, absolument. Pour revenir toujours à cette augmentation, ou à la cyborgisation, entre guillemets, il y a tous les appareillages qui interviennent dans le sport, qui sont aujourd'hui omniprésents. Les routeurs, par exemple, pour les courses au large, en bateau, les coureurs automobiles, les cyclistes. Il y a en permanence la présence, pour le moins, d'une oreillette, avant qu'il y ait directement dans le cerveau des puces qui permettent finalement d'interagir. On voit d'ailleurs ici un cycliste avec une oreillette qui l'informe, commande, dirige, calcule, etc. Au fond, on a affaire à des cybernautes. Vous qui me parlez d'output, par exemple, ne sommes-nous pas ici dans une sorte d'univers où la réalisation de cette augmentation triomphe? Oui, et puis les oreillettes, elles sont surdéterminées parce qu'elles représentent la conquête de l'action à distance. Au fond, notre pouvoir sur les choses est d'autant plus important que nous pouvons agir sur elles à distance. Donc la conquête des dispositifs d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose d'absolument fascinant. Aujourd'hui, quand vous voulez ébahir le public, vous dites, regardez, aujourd'hui, grâce aux ondes électromagnétiques, on permet à des tétraplégiques de commander leur environnement à distance, d'ouvrir un placard, un téléviseur, rien que par la pensée. Rendez-vous compte, nous sommes presque comme Dieu, il suffit de penser pour réaliser quelque chose. Nous produisons ce que les philosophes appellent un argument ontologique. Je pense quelque chose et je produis l'action qui réalise ce quelque chose. Donc les oreillettes, là, c'est effectivement de la réception, mais l'émission et la réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose de profondément fascinant. Et si les sportifs peuvent recourir à ces technologies-là, c'est d'autant gagné pour les énormes investissements que l'on fait en termes de financement pour produire cette action à distance. Oui, puis surtout cette idée que, tant qu'il y a
l'homme qui est l'émetteur et un autre homme qui reçoit, on est dans une relation de communication assez classique avec un message et un code. Mais à partir du moment où on va arriver à des connexions de machines, parce que le corps finalement, le cerveau du cycliste va devenir un simple véhicule d'information, et puis il y aura connecté ou interconnecté des calculateurs, etc. Donc on arrive à un univers ici qui est un univers machinique, et strictement machinique. Bien sûr, ben ça on nous l'annonce pour très très prochainement. Nous allons être de plus en plus entourés d'objets intelligents. Et un objet intelligent, c'est un objet qui sera équipé d'émetteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques. Et si nous-mêmes, nous sommes équipés de ces ondes électromagnétiques, nous pourrons communiquer avec ces objets. Mais ce qui est quand même peut-être plus inquiétant, c'est que ces objets pourront communiquer entre eux, et de plus en plus sur notre dos. Donc nous sommes aussi dans un scénario où l'extrême maîtrise que nous acquérons sur les choses peut aussi signifier notre dépossession de l'initiative. Et là, on est dans des scénarios de science-fiction, mais qui ne sont pas complètement absurdes. Ça se trouve surtout reposer à nouveau frais la question du sujet. Le sujet, c'est celui qui dit « je ». Bon, c'était déjà un sujet problématique, brisé, tout ce qu'on veut, avec, je sais pas, la psychanalyse. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça voudra dire demain de dire « je ». Qu'en est-il du sujet? Qu'en sera-t-il du sujet? Bon, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas déjà franchi quand même un pas important, ne serait-ce qu'avec le cyberespace, avec le web, où il n'est plus donné à quiconque de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire d'être un sujet, d'être l'auteur de quelque chose. Nous ne sommes jamais que pris dans des flux de communication. Nous prenons toujours des trains en marche, et nous sommes plutôt des commutateurs, comme disait un sociologue, Marc Guillaume. Nous sommes des commutateurs, nous laissons passer de l'influx ou nous bloquons de l'influx, mais en aucune façon nous ne pouvons nous imaginer être des sujets au sens... On retrouve les outputs, là. Voilà, exactement. Nous sommes toujours à la croisée, et nous sommes des boîtes noires qui recevons des inputs et qui produisons des outputs. Tout à l'heure, vous disiez que, au fond, le développement de cet univers, dont le post-humanisme est une sorte de signe, de symptôme, porte en lui cette idée, au fond, que l'homme, et que le corps humain en particulier, est plein de failles, d'insuffisances. L'idée, par exemple, que la robotisation dans les entreprises, c'est une excellente manière de se substituer aux insuffisances humaines, à l'inattention, pourquoi pas aux accidents du travail. On peut dire la même chose, au fond, dans le sport. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, cette idée que le sport atteignant des limites, le sportif est fragile en tant qu'il est un être de chair, il y a la limite objective des records dont on a parlé 2030 récemment, est-ce que cela ne va pas justement justifier la robotisation des corps, l'augmentation d'abord avant d'en arriver carrément à la substitution? Mais oui, tant qu'on restera dans cette dynamique de fuite en avant qui caractérise la modernité, on devra vouloir donner une issue aux limites atteintes par le sportif par une robotisation. Et on verra se développer peut-être des exosquelettes évoluant sur les stades, etc. Mais je dis bien, tant qu'on restera dans cette dynamique moderniste qui caractérise aujourd'hui effectivement l'orthodoxie ou la pensée dominante dans les sociétés technologisées. Oui, puis surtout quand vous parlez de l'imperfection humaine, comme s'il fallait corriger l'imperfection humaine. Et dans le sport, c'est la même chose, comme s'il fallait corriger l'imperfection du sportif, car le sportif est imparfait en tant qu'il est un homme. Et donc ici, il y a tout ce processus qui se met en place dans la grande conscience finalement, puisqu'il s'agit de rendre parfait l'imparfait selon des critères de performance et d'efficacité. Oui. La seule manière de s'en sortir, ce serait de consentir à l'imperfection et de considérer que l'imperfection est notre privilège. Mais bon, de là à ce qu'on puisse donc se réconcilier avec la finitude qui nous caractérise, il y a peut-être loin. Et on peut dire que les technologues, le sport de haut niveau, sont autant d'arguments qui nous dissuadent de vouloir nous réconcilier avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres fragiles. Des êtres sensibles. Des êtres sensibles et qui, grâce à cela, peuvent communiquer
les uns avec les autres. C'est l'exemple d'une communication Écoutez, à la fois chorégraphique et sensible et sensuelle. Est-ce qu'on peut... Une statue du XVIIe siècle. Ben rien n'est plus beau que cela, rien n'est plus beau. Et il y a à la fois l'extase qui signifie la sortie du cœur, hein, soit dit en passant. L'extase et la demande. Enfin, donc, oui, je considère que cette conjugaison de corps, ici, emblématise, symbolise bel et bien cette espèce de propension à la communication, à la communion, à l'amour, à l'érotisme qui nous caractérise constitutivement. Et malheureusement, c'est ce avec quoi la technologie voudrait nous voir finir. Oui, puis c'est la perfection de l'imparfait, et non pas la perfection du parfait. Exactement. Ce qui mesure un décalage. Exactement, la perfection de l'imparfait. Voilà une belle formule pour désigner l'objection à faire aux transhumanistes et aux posthumanistes. Bien sûr. Donc il y a ce corps sensible qui peut à la rigueur encore apparaître presque comme une sorte de lapsus sur certains corps sportifs. Il y a une très belle image ici, on voit une goutte de sueur, comme si cette goutte de sueur nous rappelait l'humanité du sportif, qui pourtant a été modelé, fabriqué, construit. Il reste ces petites failles. Dernier point d'imperfection peut-être. Elle a quelque chose effectivement d'incongru et en même temps d'éminemment prometteuse, cette larme. Hein. Tant qu'il y aura des larmes, il y aura de l'humanité. Oui, parce qu'on se demande finalement si ce processus en marche n'essaie pas d'en finir avec le biologique en l'homme, enfin, avec le bio, avec la vie. C'est ça qui nous humilie profondément, cette honte dont on parlait tout à l'heure, elle tient dans le biologique. Hein, parce que le biologique, c'est le donné, c'est effectivement le fragile, c'est ce qui résiste, l'anti-artefact. Oui, oui. Ce qui résiste, comme vous disiez toujours, du corps. C'est ce qui résiste. Ouais. Oui, oui. Donc c'est avec la biologie qu'on veut en finir. Hein. Mais vous parliez tout à l'heure de Heidegger, c'est ce qui le révulsait dans la définition qu'Aristote donnait de l'homme comme un animal rationnel ou un animal social, etc. C'est l'animal qui farouchement lui déplaisait parce qu'il était l'indice même du bios. Hein. Donc, ce que les transhumanistes appellent la viande. Il faut en finir avec la viande. C'est un terme admirable quand même. Admirable. Il y a l'ivresse aussi de créer du non-contrôle, de ce qui échapperait à tout contrôle. C'est un grand paradoxe par rapport à la modernité. Quand même. La modernité, nous étions dans le contrôle, tout au moins dans l'ambition du contrôle. Oui. Cette idée du non-contrôle. Oui, c'est pour ça que les post-humanistes sont des gens qui s'inscrivent dans une certaine critique de la modernité. C'est un mouvement, les utopies post-humaines viennent de la contre-culture américaine, très remontée contre la modernité. Et au fond, la plupart des post-humanistes disent « Mais regardez, la modernité voulait nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Voyez, ça a échoué. Globalement, ça a échoué. On n'est pas maître et possesseur de la nature. On voit bien que nos technologies anthropocentrées nous mettent en butte avec la nature. Donc il faut passer à autre chose, il faut passer à une autre vitesse. Et ces post-humanistes, eh bien, effectivement, ils cultivent l'émergence, ils cultivent le non-contrôle. Ils sont volontiers dans la posture de ces biologistes de synthèse qui aujourd'hui cherchent à créer de nouvelles créatures en hybridant du biologique et de l'électronique, hein, en recombinant des briques biologiques, c'est comme ça qu'on s'exprime en biologie de synthèse, et on essaie de bricoler du vivant, et puis de voir ce que ça donne. De voir ce que ça donne, avec l'idée que si ça donne quelque chose, et si ce que cela donne se maintient, c'est que ça méritait de se maintenir. Donc les post-humanistes sont des gens qui disent, voilà, nos technologies nous permettent de bricoler des choses dont résultera quelque chose qui ne pourra être que meilleur que ce qui est. Parce que nous sommes décidément extrêmement en déficit par rapport à ce dont nous rêvions. Ce qui est intéressant, c'est que ces
ces biologistes bricoleurs sont souvent des bricoleurs de garage. Complètement. C'est ça, on les appelle des biologistes de garage ou des biohackers, parce que de plus en plus, on peut démocratiser cette biologie-là, hein, puisqu'on peut acheter de l'ADN, on peut acheter du génome, etc., hein, par Internet. Hein, et donc, il n'y a pas besoin de grands moyens. C'est pratiquement à la portée de tout un chacun de s'adonner à ce bricolage en jouant du jeu des possibles, comme disait Jacob. Hein, et donc, c'est ça qui est à la fois très très inquiétant d'un point de vue sociétal, politique, hein, et en même temps c'est très inquiétant parce que ça révèle que notre imaginaire va de plus en plus dans le sens de cette espèce de rupture avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons toujours été. Au fond, ce que nous voulons, c'est la singularité, comme disent les postes ou les transhumanistes, c'est-à-dire ce mouvement de bascule où apparaîtra quelque chose de profondément inédit, hein, mais qui nous aura débarrassé de ce lest en quoi consiste le corps et en quoi consiste tout ce qu'on a associé au corps. Le sport n'est-il pas le lieu, le théâtre exemplaire de la confrontation de l'homme et de la machine? Évidemment, on peut penser à Oscar Pistorius, hein, ou à telle femme mannequin dont on parlera, enfin, cette osmose nouvelle, et qui pose aussi des problèmes d'ailleurs en termes de compétition. C'est contre qui? Contre quoi? Oui, ben, c'est la confrontation. En l'occurrence, Oscar Pistorius, c'est plutôt la fusion, hein, de l'homme et du machinique. Et le sport, c'est le théâtre sur lequel on peut rendre désirable, hein, l'hybridation. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez d'ailleurs que quand on a interdit en un premier temps à Oscar Pistorius le droit de concourir aux Jeux Olympiques de Pékin, l'une des raisons c'était, attention, s'il gagne, il va devenir tellement exemplaire qu'il va mettre dans la tête d'un certain nombre de fous qu'on pourrait bien s'emparer de nourrissons, les amputer et puis les doter ensuite de prothèses qui leur permettront de triompher sur les stades. Hein, c'est ce côté exemplaire du sport, hein, qui sert de support à la fascination pour la mécanique. Hein, parce que Oscar Pistorius n'a plus rien de répugnant. Alors qu'en soi, on dirait il y avait bien l'hybridation de l'homme et de l'animal avec les sirènes, ça n'avait pas non plus un caractère répugnant, mais longtemps, quand dans la science-fiction on évoquait ce mixte, hein, de machine et de mécanique, de biologie et de mécanique, c'était quand même pour nous repousser. Hein. Et là, bon, et Amy Mullins, hein, bon, qui est aussi une figure extraordinaire, parce que cette jeune femme qui est mannequin de son état aux États-Unis est considérée comme l'une des 10 plus belles femmes du monde, hein, selon je ne sais trop quel palmarès. Bon, Amy Mullins a une activité publique extraordinaire. Elle se rend dans les écoles, sur les plateaux de télévision, etc., pour faire l'apologie de son état, en disant « mais vous vous rendez compte, j'ai beaucoup plus de chance que n'importe qui, j'ai 12 paires de jambes et je peux me doter des jambes adaptées aux circonstances, aux soirées. Hein, 12 paires de jambes, qui peut rêver mieux? Pour le coup, elle est augmentée. Et elle a ce sentiment, enfin, elle fait sans doute contre bon cœur, je ne sais pas comment on dit, enfin, elle intègre cette nécessité, hein, pour elle, mais en même temps, elle apparaît comme la figure même de la résilience. Et les gens sont fascinés par Amy Mullins. Hein, il y a des fans absolus. Et elle représente celle qui, grâce à la technologie, eh bien, a dépassé les limites, hein, qui sont celles de tout un chacun.
Mais il y a eu ce moment important qui a été la confrontation de Kasparov et d'un ordinateur, Deep Blue, avec la défaite de Kasparov, comme s'il s'agissait d'un moment dans l'histoire de l'humanité. Certains l'ont vécu comme une défaite. L'homme est battu par la machine, d'autres au contraire, comme plein de promesses. J'imagine que les post-humanistes voient là une sorte de coupure entre deux ères. Oui, moi je me souviens que j'avais vécu ça personnellement comme un événement dramatique. Je me suis dit, voilà, plus jamais un homme ne triomphera aux échecs contre une machine. Hein, et bon, l'intelligence c'est volontiers symbolisé dans le jeu d'échecs. Hein, donc ça voulait dire que l'intelligence va être de plus en plus du côté des machines et nous allons rester sur le carreau. Donc c'est un épisode effectivement dramatique. Alors Kasparov, qui est un homme très, très intelligent, le dit aujourd'hui, il dit non, maintenant ça y est, c'est la machine qui va triompher. Donc c'est plus la peine de se mettre dans une situation de compétition contre la machine. Mais ce qu'il dit, qui est beaucoup plus fin, il dit ce qu'il faut faire, c'est s'allier à la machine. Hein. Donc c'est composer avec la machine. Et il a organisé un certain nombre de championnats d'échecs, hein, où de part et d'autre, c'était un homme et une machine. Hein. Et il en a tiré une impression très très contrastée, parce qu'il a découvert qu'un homme qui joue très très bien aux échecs, jouant avec une machine qui joue très très bien aux échecs, eh bien l'homme devient médiocre. Il perd de son augmentation. En tout cas, son niveau de performance devient relativement plus bas. D'ailleurs, c'est une remarque qu'il faut dire, qu'il faut mettre en avant. Dans le monde des neurosciences, où donc on vise à l'augmentation des facultés cognitives, on s'aperçoit que quand on utilise des psychostimulants, par exemple, qui sont les résultats même de cette technologie de l'augmentation, eh bien les psychostimulants, eh bien, qui s'appliquent vraiment à bon escient aux malades atteints d'Alzheimer ou aux malades atteints de Parkinson ou autres, lorsque on les administre à des êtres comme vous et moi, des êtres valides, sains, eh bien, loin de booster nos facultés cognitives les plus valorisées, eh bien, booste en réalité les facultés les plus élémentaires. Vous allez compter plus vite, vous allez vous souvenir de beaucoup plus de choses, mais vous ne serez pas plus réflexif, vous ne serez pas plus intelligent, vous n'argumenterez pas mieux, etc. Donc ce sont au fond les fonctions les plus élémentaires, les plus automatiques, les plus mécaniques qui se trouvent favorisées par les psychostimulants et par les technologies d'augmentation. Je crois que c'est une belle leçon à tirer. Hein. C'est-à-dire que l'augmentation dont on nous parle, elle servira peut-être les militaires, hein, elle servira peut-être, heureusement, les malades dépourvus de plus en plus de ces fonctions cognitives élémentaires, mais elle servira vraisemblablement pas ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de course à l'innovation pour l'innovation? Est-ce que ce n'est pas un des traits finalement dominants de la recherche aujourd'hui que cherche un chercheur? Il cherche à innover. C'est le propre d'abord de la modernité. Hein. Aller de l'avant. Hein. Il faut être moderne, disait Rimbaud. Il faut aller de l'avant. Hein. Peu importe. Mais ce qui a changé, et c'est pour ça que votre remarque est intéressante, ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, on pouvait mettre la recherche au service d'idéaux figurables, faire ceci, faire cela. Aujourd'hui, on est dans un tel marasme intellectuel, dans une telle absence de repères, que la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il faut, vous avez raison, innover pour innover. Hein. Et il en sortira quelque chose, on ne sait pas quoi, mais au fond, l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Et ça, c'est évidemment, ça peut être catastrophique, et en même temps, c'est pas très très gratifiant au niveau du sentiment de l'humanité qu'on peut avoir. C'est cette espèce d'hypostase du non-contrôle. Hein. Donc, innovons, le marché choisira. Hein. Parmi les objets que nous produirons, c'est le marché qui choisira, et le marché, il a toujours raison. Hein. S'il choisit, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire.
C'est ça qui est un peu désolant et qui, personnellement, me préoccupe concernant les politiques de recherche que développent les sociétés évoluées. Des espèces de désaffection pour tout idéal, pour toute figuration d'un vivre ensemble qui serait souhaitable. Avec la modernité, si on pense évidemment à Baudelaire, enfin, sur la revendication du nouveau, ensuite avec les avant-gardes, il y avait une sorte de radicalité inventive, alors que là, l'innovation pour l'innovation, c'est un défaut de finalité, il n'y a plus de but, c'est le moyen pour le moyen, c'est la multiplication des moyens. Absolument, il n'y a plus de but, et on se confie, on est un peu néo-darwinien, hein, on se confie à l'idée que ce qui survivra de ce que l'on produira méritait de survivre, hein, et c'est la raison pour laquelle voilà, on introduit avec nos technologies quantité de variations, de mutations dans notre environnement, et puis ces variations vont peut-être muter et vont atteindre un stade critique qui permettra de transformer notre environnement. Alors, cette transformation, à un niveau moindre, mais néanmoins significatif, c'est repérable dans le cadre, par exemple, du sport, de l'artificialisation des pratiques sportives. Regardons aujourd'hui vélo elliptique, toutes ces pratiques corporelles mécanisées, entre guillemets, cardio-training, etc. C'est un symptôme, ça, très intéressant quand même, de cette évolution. C'est d'abord le symptôme de cette standardisation, de cette zombification que l'on organise, que l'on orchestre. Et puis c'est l'idée que l'on peut dissocier de plus en plus le sport de la nature. Bon, ça, c'est inscrit évidemment dans la technologisation du sport, mais aussi de la nature environnante. Il n'y a pas besoin d'être en plein air. Ce que vous dites est très juste, hein, ce qu'on appelle le plein air indoor est absolument admirable. Oui. Bercy, compétition de voile à Bercy, faire du ski à Dubaï. Ouais. Donc là, nous avons l'exemple même, au fond, de cette artificialisation ou l'abolition du naturel, de l'artificiel, nature, culture, chaud, froid. Nous sommes dans une sorte de neutralisation des contraires et des contrastes. Neutralisation, oui, qui va au bout lorsque l'on pratique la virtualisation du sport. Et ce que j'évoquais en parlant des jeux vidéo, de la Wii, etc., qui est bon, le nec plus ultra de cette virtualisation. Donc, bon, le sportif s'enferme de plus en plus dans sa bulle, il devient une espèce de monade, dissocié d'un environnement naturel, donc on peut le transplanter effectivement à l'intérieur, indoor, et puis progressivement on va même pouvoir le conduire à dématérialiser ses gestes et à ne plus agir que par procuration. Et le sportif aujourd'hui va commander à distance effectivement le support d'une performance. Et ça, c'est évidemment pathétique. Mais alors, ne nous reste-t-il plus que deux attitudes possibles, l'attitude de la technophilie ou de la technolatrie ou de la néolatrie, et de l'autre, au contraire, une sorte de technophobie, qu'elle soit purement impulsive ou bien qu'elle soit théorisée, comme il y a le courant de Heidegger par exemple. Technophobe, c'est peut-être réducteur, mais néanmoins, est-ce que nous avons le choix entre d'un côté reconnaître à la technique une positivité et de l'autre avoir une sorte de méfiance, voir dans la technique déshumanisante? Non, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas abdiquer. Évidemment, je sais que les positions de troisième voie sont toujours considérées comme tièdes et un peu dilatoires, mais il me semble qu'on assiste de plus en plus à une prise de conscience de la part des nantis, des sociétés développées qui commencent à considérer qu'on s'achemine vers un monde insoutenable, vers un bonheur insoutenable. Moi, je suis attentif à tous ces objecteurs de croissance qui, à leur manière, quelquefois un peu naïve ou
malheureusement parfois aussi quelquefois fanatiques, sont en train d'inviter à repenser la technologie dans un sens qui n'est pas celui de la déshumanisation. Il peut y avoir une technologie non déshumanisante. Maintenant, on retombe dans les vieux combats de toujours. À quelles conditions une technologie faite pour réparer un homme pourra-t-elle résister à son augmentation? Comment faire pour que ce qui sert la cause d'un tétraplégique ne serve pas la cause d'un individu qui voudrait s'arroger la possibilité de contrôler un autre individu, grâce à la maîtrise des ondes électromagnétiques en l'occurrence. Il me semble que le développement d'une réflexion éthique dans les sociétés technologisées est un indice qu'on ne va pas abdiquer aussi facilement. Et l'éthique, c'est cette tentative toujours pour essayer de placer le curseur au bon endroit et de se dire qu'il n'est pas absolument obligatoire que nous réalisions tout ce que nous pouvons techniquement réaliser. La loi de Gabor. C'est la loi de Gabor, effectivement. Et je pense que des progrès sont permis, sont envisageables, des moratoires peuvent être décidés, des prises de conscience peuvent être réalisées. Alors est-ce que c'est du côté des adeptes du sport qu'on trouvera le courage de résister à la fascination pour l'augmentation? Je ne sais pas. D'ailleurs, le sport qui peut quand même, tout au moins une certaine conception du sport, maintenir la part, par exemple, de l'aléa. On ne peut pas réduire l'aléa simplement par des modélisations, quelles que soient les tentations à cet égard. Prenons par exemple le ballon de rugby et la course d'un ballon de rugby, qui est fondamentalement aléatoire, qui échappe au déterminisme, disons, simple. C'est peut-être une belle image, ça, d'ailleurs. C'est une belle image, et puis c'est très intéressant d'utiliser effectivement le ballon de rugby comme une espèce de symbole de maintien du hasard qui permettrait à l'humanité de rester humaine. Et du jeu, ce qui était important. Et du jeu. Et on n'a pas convoqué beaucoup la dimension effectivement collective du jeu sport. Et de l'enfance. Absolument, absolument. Mais peut-être qu'effectivement le salut est du côté, je ne dis pas forcément du rugby, mais en tout cas du sport qui assume la composante de hasard et qui minimise celle du calcul. C'est une belle idée. Dans le rugby, il y a toute cette belle image, vous savez, ce qui est d'aller de l'avant par une passe arrière. Donc il y a peut-être aussi un rapport du passé et de l'avenir qui est assez subtil, finalement. Oui. On n'est pas dans cette course vers l'innovation, vers l'avenir, le toujours mieux. Oui, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps Wilkinson qui faisait l'apologie de la mécanique quantique en disant que dans sa pratique de rugbyman, il investissait sa culture en matière de physique quantique, c'est-à-dire de cette physique du hasard. Vous aimez bien insister sur cette idée peut-être que l'humanité est fatiguée d'elle-même. Est-ce que d'une certaine façon tout ce dont nous parlons n'est pas l'indice de cette fatigue, et avec à terme l'idée au fond que l'homme serait parfaitement superflu? Ce que nous avons dit là de manière ponctuelle, on pourrait le dire d'une manière plus globale. Bien sûr, mais c'est ça que pose, à mon avis, le problème que posent les technologies et le développement impondéré des technologies pose cette question de l'image que les hommes ont d'eux-mêmes. Et je pense que l'engouement pour les machines est souvent associé à une désaffection pour l'humanité. Plus je connais les hommes, plus j'aime les machines. Pour plagier Oscar Wilde parlant des animaux. Tout à fait. Mais bon, et ça se voit, ça se traduit. Et on se laisse prendre par cette logique. Il y a une espèce presque de fascination pour les autistes légers, les autistes victimes du syndrome d'Asperger, qui sont représentés comme le prototype de l'humanité un petit peu idéale. Ils sont gentils, ils sont doux, ils sont dépourvus de toute agressivité, de tout égoïsme. Ils sont brillants. Ils sont brillants dans des activités qui sont souvent quand même, il faut bien le dire, très répétitives et très obsessionnelles. Mais voilà, donc une humanité, oui,
zombifié d'une certaine façon. Donc oui, je crois que cette fatigue d'être soi, que décrit formidablement bien Alain Ehrenberg dans son livre sur la dépression, caractérise, je pense, le monde des utilisateurs immodérés des technologies, et des technologies surtout lorsqu'elles sont dématérialisantes en ce qui concerne l'humain, et des technologies qui pourraient faire advenir l'autre de l'humain. Bon, ça peut être le robot, comme on voit ici, mais ça peut être aussi le cyberespace, puisque on n'exclut pas, au fond, de nous hybrider avec le web, hein, et de permettre que finalement la vie se matérialise par l'échange d'informations virtuelles dans cet espace qui est lui-même l'espace virtuel. Donc ces fantasmagories de science-fiction, hein, sont souvent très très révélatrices de cette désaffection de l'humain pour lui-même, que des technoprophètes peuvent formuler de manière accablante. Hein. Je cite souvent Jean-Michel Truong disant après Auschwitz, il n'est plus possible de vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. Hein. Et il le dit au premier degré, hein, en considérant que lui, technologue, est censé devoir se mettre au service de l'avènement de cette autre figure que l'homme, hein, pour l'avenir. Et donc il y a cette pente extrêmement dangereuse du post-humanisme. Contre cela, il faut imaginer peut-être ou jeter les bases d'un humanisme revisité. Quelles en seraient les valeurs cardinales? Ben, je crois que la valeur cardinale, ce serait, oui, une éthique de la fragilité, hein, de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de ce qui fait la spécificité de l'homme aujourd'hui. On demande quel est le propre de l'homme. Y a-t-il encore un propre de l'homme à l'heure où on nous dit que nous ne sommes que des animaux et que nous devrions être de plus en plus des machines? Ben, le propre de l'homme, c'est qu'il est conscient de sa fragilité, qu'il est fragile d'abord et qu'il est conscient de cette fragilité. Et que peut-être toute sa culture est fondée sur ce sentiment de la fragilité. Les religions, les arts, les philosophies, hein, le mouvement même des sciences, hein, est motivé par ce sentiment de la fragilité. Or, si nous mettons tout en œuvre pour expulser cette fragilité, bon, effectivement, nous déshumanisons profondément. Hein. Donc, retrouver une posture, le terme n'est pas péjoratif, une attitude, hein, qui réhabiliterait la fragilité, qui nous conduirait, par exemple, à regarder différemment la vieillesse. Hein. Après tout, il y a des sociétés qui cultivent la vieillesse comme la richesse essentielle. Nous sommes dans des sociétés qui expulsons la vieillesse, qui voulons en finir avec elle. Le handicap de la même manière. Le handicap de la même manière. Hein. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à faire qui procède de micro-actions dans le quotidien? On peut avoir ces micro-actions, hein, qui témoignent de notre part de cette nouvelle confiance qu'on ferait à l'humain dans ce qu'il a de plus vulnérable et de plus fragile. Et en même temps, il faut se préparer à faire une place à ces post-humains que seront des cyborgs, clones et autres êtres de demain. Ce nouvel humanisme, s'il n'est pas un post-humanisme, il devra regarder ces humains nouveaux autrement que comme des monstres. C'est la confrontation Sloterdijk-Habermas, hein, le conflit frontal. Et là, c'est intéressant parce que votre remarque conduit à faire sonner le mot post-humanisme de manière différente. On peut entendre le post-humanisme comme l'attente du post-humain, c'est-à-dire la négation même de l'humain, mais on peut entendre aussi le post-humanisme comme la volonté d'instaurer un nouvel humanisme qui tiendrait compte, justement, de la prolifération d'êtres autres qu'humains dans notre environnement. Des cyborgs, des robots, des clones, etc. Et de fait, la technologie nous donne à penser que dans un avenir proche, nous serons bien obligés d'établir des relations qui ne seront pas forcément contractuelles, qui pourront même être empathiques avec les créatures issues de nos technologies.
Je pense que j'évoquais tout à l'heure la possibilité que des robots servent de babysitter. Bon, c'est déjà le cas. Bon, il est bien évident que la relation qu'on établira avec un babysitter ou un robot instituteur ne sera pas du type de celle qu'on établit avec une machine à laver ou un réfrigérateur. Donc oui, d'une certaine manière, même si nous sommes capables de pondérer notre appétit de nouveau, d'inédit, etc., reste qu'il faudra composer avec les produits de la technologie que nous avons déjà, qui nous entourent déjà. Et ça, c'est un défi, de savoir si nous sommes capables d'élargir notre sentiment d'humanité pour y faire entrer non seulement les animaux, mais des créatures artefactuelles qui nous rendent des services dans l'exercice même de notre vie quotidienne. On peut se poser la question de la place finalement du sport dans cet humanisme revisité que vous appelez de vos voeux. Le sport qui est à la fois le concentré de tous les problèmes, de tous les drames, de toutes les inquiétudes qui sont liées au développement des technosciences, mais le sport qui peut rester aussi l'incarnation de valeurs, de vulnérabilité, d'altérité, de différence, d'effort. Oui, il y a un aspect du sport vis-à-vis duquel je suis ambivalent. C'est la composante d'exaltation collective qu'il y a dans le sport. Le sport est un vecteur de communication entre les hommes, on le voit bien, une espèce de vertige qui submerge les foules, qui communie avec la performance du sportif. Cette composante-là, elle m'a toujours fasciné parce que je suis entêté de communication. Ce qui me terrorise, c'est l'idée que les hommes pourraient se fermer sur eux-mêmes et ne plus communiquer. Or, dans le sport, il y a justement cette instauration d'une continuité entre les individus qui fait que nous sortons de nous. Nous sommes en état d'extase. Cette composante-là, elle est fascinante et elle est terrifiante. Elle est fascinante parce qu'elle révèle que les hommes sont capables d'un esprit de corps qui leur permet de communiquer. Et elle est terrifiante parce qu'elle est sujette aux débordements possibles. Et les mouvements de foule sont toujours aussi très inquiétants. Mais je pense que du point de vue de l'exaltation collective associée aux événements sportifs, il y a là l'indice d'un attachement des hommes à tout ce qui leur permet de sortir d'eux pour aller vers les autres. Et donc sous cet angle-là, le sport, à mon avis, doit composer dans cet horizon d'un post-humanisme, c'est-à-dire de l'accueil d'une humanité élargie. Et donc comme facteur d'émancipation, comme vecteur de civilisation. Comme vecteur de civilisation, incontestablement. L'émancipation, à mon sens, elle tient dans la capacité que nous avons de pondérer l'individu avec le collectif. Il n'y aura pas émancipation si le sport est le prétexte à survaloriser le collectif et à faire prévaloir le continu sur le discret. Donc c'est trouver la bonne mesure, et nous parlions des intellectuels qui s'intéressent au sport, ils le font toujours comme une espèce de faculté de tester leur aptitude au va-et-vient entre le discret et le continu. L'activité solitaire de l'intellectuel et puis la propension à s'ouvrir au collectif. Vous avez une belle image ici, où nous sommes entre la danse, l'exercice, il y a à la fois le mouvement, il y a à la fois le duel, au sens de la dualité, la composition, la beauté. Est-ce que tout cela n'incarne pas justement ces valeurs Ça, c'est l'emblème de la grâce. Et le sport, quand il confine à la grâce, est absolument subjugant. Au plus près de la danse. Ben oui. Et la grâce, c'est justement cette faculté de dépasser les limites du corps tout en restant dans le cœur.
hein, et la ronde de Matisse est merveilleuse d'expression de ce point de vue-là. Hein. Il y a du corps, c'est sûr, il y a donc de la résistance, mais cette résistance, elle est sublimée, elle est transfigurée, et bon, elle exprime tout entière cette espèce d'humanité. Et nous remarquerons d'ailleurs qu'on retrouve la création avec ses deux mains qui à la fois se tendent et ne se touchent pas. Oui. Donc il y a là vraiment Oui. l'ouverture. La Oui. ronde, elle est à la fois constituée Oui. et ouverte. Et vous avez aussi, bon, je le dis très abstraitement, hein, la pondération du discret et du continu, hein, de l'individu et du groupe. Et ça, c'est bon, c'est ça, cet humanisme auquel il faut tenir. Hein.